Parmi tous les antagonistes que l'on a pu voir au cinéma, il est clair que le Joker fait partie des plus populaires auprès du public. Populaire car au-delà de sa dangerosité, sa folie et son imprévisibilité, il reste véritablement porteur de messages forts sur la corruption et les dérives de la société de manière générale. Il représente le soulèvement des opprimés, une réponse face aux méfaits des castes supérieures, et comme beaucoup d'autres grands méchants, il affiche des valeurs fortes et compréhensibles pour le public. Cela illustre ce qu'avait dit John Truby à travers l'anatomie du scénario. Un bon méchant doit avoir le même but que le héros, mais il doit user d'autres moyens pour y parvenir. Le Joker entre donc parfaitement dans ce schéma, et presque trop d'ailleurs tant il est encore adulé par certaines personnes qui le voient comme un modèle à suivre, ratant le message de fond des films dans lesquels il apparaît. Avant tout personnage issu de comics, il est apparu pour la première fois en 1940 dans Batman 1, et dans lequel il s'impose au fur et à mesure comme le rival incontesté du héros masqué. Cette rivalité a grandi au fur et à mesure des années passées et des films parus. Une rivalité qui remonte bien avant l'âge adulte de Batman, et donc avant même que ces derniers s'affrontent physiquement. Enfant, Bruce avait déjà croisé le chemin d'Arthur Fleck alors que ce dernier commençait à vriller complètement et à se transformer peu à peu en le Joker. Leur rencontre est ainsi immortalisée dans cette scène devenue iconique, un extrait issu de Joker, le film sorti en 2019 qui retrace la jeunesse du super-vilain. Très attendu du public, ce long métrage a été un succès fou, générant dans le monde plus d'1 milliard de recettes, uniquement grâce au cinéma. Le public a alors pu découvrir Joaquin Phoenix dans le rôle principal, rôle qu'il a parfaitement su endosser, jusqu'à aller faire un régime pour perdre des kilos et avoir une morphologie plus compatible avec son personnage, ou encore s'entraîner des mois durant pour réussir à maîtriser le rire caractéristique du méchant. Sa performance et le film de manière générale a été grandement salué par les critiques. Il a reçu de très nombreuses et prestigieuses récompenses, notamment le Lion d'Or, 2 Golden Globes et 2 Oscars pour le meilleur acteur et la meilleure musique de film. Et oui, le Joker ne se résume pas uniquement à l'incroyable performance de Phoenix. Le film est aussi doublé par une BO à couper le souffle et qui a su retranscrire à la perfection l'ambiance, ou plutôt les ambiances ressenties lors du visionnage. Parmi toutes les musiques utilisées, 17 ont été composées pour l'occasion par Hildur Guðnadóttir, dont je viens très probablement de massacrer le nom. Ces morceaux forment l'album officiel de Joker, et comme je le disais tout à l'heure, ce sont eux qui ont permis à la compositrice de remporter tout un lot de récompenses, un an seulement après le succès qu'elle avait rencontré pour la BO de Tchernobyl. Mais en plus de ces 17 pistes, le film compte une bonne quinzaine de chansons, des tubes relativement connus comme Smile de Chaplin ou encore Spanish Fly. On peut ainsi séparer en 2 catégories les musiques utilisées dans le film, et ce que l'on remarque alors, c'est que ces 2 parties sont complètement opposées de par leur style. Mais justement, cette opposition reflète parfaitement la mentalité du Joker, et plus largement, celle du film Joker. Alors avant d'analyser les thèmes et leur intégration dans le film, on va un peu se pencher sur le style musical utilisé, ou plus précisément les styles musicaux, parce qu'on peut en distinguer 2 principaux. Parlons d'abord de l'album officiel. Si on devait classer les 17 pistes dans une catégorie, ce serait probablement dans la case musique simpliste. Mais attention, cette expression ne dénigre absolument pas la virtuosité des morceaux. Il s'agit simplement d'un style musical, et comme pour chaque style, il existe des musiques très bonnes, des passables, certaines médiocres, et d'autres qui sont purement incroyables. Et la BO de Joker est concernée par le dernier exemple. Du moins c'est mon avis. C'est justement le fait que ces morceaux soient simples, et en même temps très musicaux, qui rend le tout particulièrement réussi. Car c'est tout un art de faire ressentir beaucoup de choses avec peu d'éléments, et aussi très osé de faire cela lorsqu'on a la possibilité de tout avoir. La compositrice n'a donc pas eu besoin d'un orchestre symphonique, de créer des sons ou d'en synthétiser pour nous faire ressentir de telles émotions. L'omniprésence du violoncelle et du aldorophone a suffi à créer l'ambiance musicale du film, et ces derniers ont été employés pour nous faire ressentir des sonorités très sèches, quasi métalliques. Alors pourquoi ces instruments ? Pour commencer, ils sont très populaires et très utilisés de manière générale dans les BO de films. Mais ce n'est pas tout. Ils ont la capacité de véhiculer divers sentiments de par leur large tessiture, mais aussi la possibilité de varier les nuances et l'accentuation des notes. Et puis, il ne faut pas oublier que la compositrice Guðnadóttir est elle-même violoncelliste. Et comme elle a enregistré un grand nombre des morceaux de la BO elle-même, ce n'est pas étonnant qu'elle se soit servie de son instrument fétiche. Hormis cela, on peut entendre des violons, qui jouent de manière un peu plus légère, et des percussions qui résonnent beaucoup, et ce de manière lourde, un peu comme si l'on frappait du cuivre. Bon, je disais tout à l'heure que la compositrice n'avait pas utilisé tout un orchestre symphonique, en réalité si, mais sa présence est très peu remarquable, seulement à la fin. Bon, maintenant, abordons le deuxième style musical. Il se veut beaucoup plus joyeux que le premier, et il adopte une structure plus habituelle. Bien qu'elle n'apparaisse pas dans l'album officiel, il existe une quinzaine de chansons présentes dans le film, des musiques généralement chantées qui entonnent des airs bien plus gais que les pistes de Guðnadóttir. Ce sont des titres issus d'anciens films qui sont parfois très connus, et c'est justement la voix qui dénote principalement de l'album officiel. Elle rend le tout plus chaleureux, plus entraînant, alors que le violoncelle était poignardant. Elle réchauffe un peu le spectateur dans l'univers froid et cruel de Gotham City, avec des paroles prenant l'amour et le bonheur, au moins à première vue.
Au-delà de la voix, les instruments utilisés viennent combler l'espace musical restant, en occupant une place tout aussi importante, puisqu'on note la présence de solos et de lignes musicales qui rendent le tout très swingant et dansant. Alors au sein même de cette grande catégorie de musique chantée, on peut distinguer divers styles, du blues, du rock et du jazz. Et donc, on y retrouve des instruments typiques, par exemple la guitare électrique, la batterie ou encore le saxophone. Et puis, il y a aussi cette sonorité très radio, très approximative, comme si le micro et les méthodes d'enregistrement étaient vieilles. Cela donne un côté un peu vieillot aux musiques, un style situé dans les années 1950 et 1970, époque qui correspond parfaitement à l'âge d'or des styles musicaux concernés. Maintenant que l'on a évoqué les styles musicaux et les instruments principaux qui les composent, parlons un peu de leur intégration dans le film. Concernant l'album de Gulnadotir, comme on l'a déjà évoqué précédemment, il y a une très forte présence du violoncelle. Mais la fonction qu'il occupe varie énormément en fonction des scènes, et les nuances qui sont employées varient tout au long du film. Les différentes utilisations de l'archet vont ainsi permettre de véhiculer divers sentiments et émotions suivant l'ambiance de la scène. Pour commencer, observons le début du film, plus précisément le moment durant lequel Arthur Fleck rentre chez lui. On peut y entendre Bathroom Dance, musique qui reviendra plus tard lors de l'iconique scène de la danse de Joker. Cet exemple illustre parfaitement ce que je répète depuis le début de la vidéo, à savoir l'omniprésence du violoncelle. Ici, il joue legato, c'est-à-dire de manière liée, et il emploie une gamme mineure, plus précisément la gamme mineure naturelle, principalement utilisée dans les morceaux avec une certaine tristesse. Et c'est justement la combinaison entre nuances et gamme qui donne à ce morceau cet aspect si mélancolique. Le rythme est très basique, ce sont de simples noirs au mieux des croches, et il n'y a que 2 notes différentes, un do dièse et un mi. Et pourtant, ça a suffi à faire ressentir au spectateur une sorte de routine incarnée par la banalité et la prédictibilité des notes et du rythme, le tout amplifié par la nuance liée. Ce sentiment de routine alors créé est donc triste, à l'image de la vie monotone et pittoresque que vit Arthur Fleck. Quelques minutes plus tard, alors qu'Arthur emprunte le même trajet, une autre musique monotone et mélancolique apparaît, dans la même idée que la précédente. À travers ces 2 compositions, on peut donc ressentir ce qu'est la vie du héros du film. Avançons d'une petite heure et penchons-nous désormais sur la scène qui suit la découverte d'Arthur sur le passé de sa mère. Le morceau que l'on peut entendre, c'est Defeated Clown. Lui aussi arbore une certaine mélancolie, quelque peu différente de la précédente. Pour commencer, on ressent un peu plus la présence de l'orchestre symphonique. Le violoncelle est doublé à l'octave par des altos, ce qui donne un peu plus de puissance au morceau. Mais ce qui crée cette sonorité tant inquiétante que pesante, ce sont ces percussions qui résonnent. Elles font un peu penser à un gong ou à des battements de cœur, et les sons ainsi battus alternent, comme pour le violoncelle tout à l'heure, entre 2 notes. Cette fois-ci, le violoncelle joue en glissando, cet effet qui donne un air un peu complaisant au morceau, qui fait à nouveau écho au choc que le héros vient d'apprendre. Mais en même temps, la puissance de ces instruments rend le morceau étouffant et nous fait ressentir un certain danger. Ce danger, il apparaît pleinement à la fin du film, lors de la scène finale. On y retrouve alors les percussions résonantes, ainsi que les cordes frottées jouant leur air mélancolique. Sauf que cette fois-ci, ils sont rejoints par tout un orchestre symphonique qui va reprendre le thème, en lui ajoutant une dimension grave, notamment en réseau du tempo lent. L'avènement de cet orchestre est à mettre en parallèle avec la transformation mentale du personnage, ou plutôt son éveil, aussi sanglant soit-il. Plus le film avance, plus Arthur réussit à sortir de sa vie mélancolique, incarnée par un violoncelle isolé, à l'instar du héros marginalisé par la société. Ainsi, petit à petit, alors que le personnage découvre son passé et sombre peu à peu dans la folie, l'instrument soliste laisse place à tout un orchestre. Arthur Fleck n'est plus seul, il est entouré, comme le montre cette scène, et le monde a pris conscience de son existence. Pour terminer, on va traiter des musiques déjà connues et dont le style entre en opposition avec l'album de Gulnadotir. On va d'abord parler des morceaux qui accompagnent les scènes au même titre que les pistes de l'album officiel. On peut y retrouver My Name is Carnival, qui est en relation directe avec le nom de clown du héros, Carnival donc. C'est à la fois un clin d'œil, mais aussi une manière d'ancrer le héros dans une réalité très proche de la nôtre, puisque c'est une musique de notre monde qui est utilisée. Plus tard, le film nous propose la célèbre chanson Smile, dont les paroles font clairement écho à la mentalité d'Arthur Fleck. You must keep on trying, smile, smile, what's the use of crying? Par ailleurs, ce mot illustre aussi le déni dans lequel s'enfonce le héros, croyant avoir réussi son one-man show et sa relation avec Sophie. Mais l'utilisation des musiques connues ne se fait pas qu'en direction des spectateurs, puisqu'elle implique aussi les personnages eux-mêmes. Je veux parler des musiques intradiégétiques, c'est-à-dire celles qui se jouent au sein même de l'univers de Gotham City. Elles participent pleinement à ancrer le personnage d'Arthur Fleck dans la réalité, de par les styles employés, jazz, rock et blues, qui vont de pair avec la période durant laquelle se déroule l'histoire, soit les années 1980. Ainsi, l'utilisation de la version instrumentale de la chanson That's Life prend tout son sens de par leur style, mais aussi les paroles. Ces dernières sont assez grinçantes, incitant les gens à poursuivre le chemin malgré les problèmes de leur vie.
La chanson pousse même Arthur Fleck à danser avec sa mère, elle qui lui a inculqué cette manière de penser. Une scène forte symboliquement donc. Des tubes prônant une telle morale, on peut en retrouver d'autres exemples à travers le film, comme la scène de l'hôpital avec les enfants et durant laquelle If You're Happy and You Know It peut être entendue. Mais tout comme le violoncelle a évolué avec le changement du héros, l'apparition de ces musiques prônant le bonheur au sein même du malheur diminue au fil du temps et au fur et à mesure qu'Arthur Fleck se libère de cette pensée. Ainsi, la version jazzifiée de Smile en tant que jingle pour l'émission de Murray est symbolique. Premièrement, car elle correspond à un style typique de l'époque, mais aussi et surtout car il n'y a plus de paroles. Cela montre qu'Arthur fait le show, son show, en s'étant libéré de cette morale. C'est donc l'une des forces de Joker. À travers l'opposition de ces styles musicaux, nous pouvons suivre l'évolution du personnage, que ce soit par la présence grandissante d'un orchestre ou la disparition de paroles reflétant la mentalité d'Arthur Fleck. L'un a été composé par la prodigieuse Gunna Dottir, avec pour simple support le scénario, elle reflète parfaitement la froideur du personnage, alors que l'autre sert à ancrer cet homme dans une réalité, quitte à l'éloigner parfois des comics et des super-héros, l'endroit d'où il est né. Et pour poursuivre cette genèse, Joker 2 a été annoncé vraisemblablement en tant que comédie musicale. Et là, une question peut se poser, est-ce que ce film adoptera un style dit classique pour la comédie musicale, ou sera-t-il d'autant plus grinçant et dérangeant? Mais ça, on ne pourra le savoir qu'en 2023. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, etc. C'est un format qu'on va essayer de développer de plus en plus, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre.